reprenant les modèles proposés par les épidémiologistes. Voilà ce que je propose. Vous m'entendez toujours? Paf. Allô, allô. Oui, on t'entend. Me répondre? Oui, c'est parfait, on t'entend. Ouais. J'avais coupé mon micro, c'est pour ça le temps que je le trouve. C'est bon. Allô? Allô, oui, on t'entend. Jocelyn, tu nous entends? Ah. Jocelyn. On a reperdu Jocelyn, en résumé. On a perdu Jocelyn, ouais. Yvon, est-ce que tu enregistres? Oui, j'enregistre. D'accord. Mais on va peut-être suspendre l'enregistrement. Enregistrement, pouf, partage d'écran, paf. C'est celle-ci, pif. Donc, normalement, là, ça enregistre et on voit l'écran et je me mets en plein écran. Affichage de la page. Comment c'est foutu? Mode lecture, mode plein écran. Voilà. Tuc. C'est bon? Voilà. On ne voit plus rien, Olivier. C'est tout noir. C'est tout noir. C'est tout noir. Retire le mode plein écran, ça ne marche pas. C'est ce que je fais. Voilà. Ouais, c'est assez grand. Oui. Ça, je vois. Et Il y en a assez, hein, je pense. Tout le monde voit? Ah merde. Ouais. Tu peux aller sur la petite flèche sur la barre verticale et le bouger pour vider. Voilà. Voilà. Ouais, bon, là, alors, là, je ne peux plus couper vos micros, donc coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Sauf moi. Oui. Bon, voilà, donc reprenons. Donc, comme je disais, oui, mon objectif, c'est pas de proposer des nouveaux modèles. Là, je discute avec des gens qui connaissent mieux ce domaine-là, qui sont plus des épidémiologistes que moi. Donc, eux, ils me proposent quels sont les modèles qui sont utilisés dans cette communauté-là, comment ils essayent de les modifier, de les mettre à jour pour que ça corresponde bien au Covid-19, puisqu'il a quelques particularités, en particulier par rapport à la grippe, qui fait que des modèles qui ont été mis au point précédemment ne sont pas tout à fait pertinents. Et donc, j'attaque le problème selon l'angle que je maîtrise un peu, la quantification des incertitudes. Donc, essayer de quantifier la robustesse des prédictions qui sont faites à partir des modèles et essayer de montrer un peu comment on peut les calibrer au mieux en fonction des informations et des données qu'on a. Donc, voilà. Alors, tout a commencé en fait par un truc qui m'avait interpellé, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est la fameuse étude qui est sortie. Alors, la toute première, elle est sortie il y a 3 semaines de Neil Ferguson, là, de l'Imperial College. En fait, ça, c'est l'étude qui a été lue par les gouvernements européens et américains. C'est elle qui a fait changer d'avis un certain nombre de gouvernants. C'est juste au moment où la France a décidé d'aller vers confinement total, c'était 3 jours avant les municipales, hein, et où Boris Johnson aussi a décidé que la stratégie qu'il envisageait, qui était de essentiellement laisser faire pour que la population acquiert une immunité collective, ce n'était pas forcément super raisonnable. Et donc, dans cette étude, donc, il y a plusieurs versions. En gros, tous les 3-4 jours, ce groupe-là, un groupe important d'épidémiologie, sort une nouvelle version. Disons, jusqu'à la version du 26 mars, la courbe principale, c'était typiquement celle-là. Donc, il vous sortait une courbe de morts, quoi, avec le nombre de morts par jour prédit et puis le nombre total de morts. Or, ça, c'est dans le scénario, on ne fait rien. On ne fait pas de confinement, on laisse aller. Donc, on obtient à la fin de l'été des nombres de morts absolument considérables. Donc, c'est ça qui a fait changer d'avis les gouvernements en se disant qu'il faut faire quelque chose. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'était de voir des courbes avec des prédictions sans barre d'erreur, sans intervalle de confiance. Blam, on balance. En Grande-Bretagne, il y aura 510 000 morts.
Et j'ai voulu comprendre un petit peu d'où ça venait, comment ils avaient réussi à faire ça, et est-ce qu'on pouvait comprendre la robustesse de ces prédictions. Et quand on reprend le modèle, alors en fait ce modèle, le modèle que les mecs de l'Imperial College utilisent, c'est un modèle qu'ils utilisent depuis une vingtaine d'années. Hein. Vous trouvez des papiers de ce groupe-là appliqués bon, surtout à la grippe saisonnière. Ça marche assez bien pour la grippe. Et là, ils ont un peu, voilà, ils l'ont appliqué franco. Bon, c'était dans l'urgence avec les données du Covid-19. Voilà, donc ça interpelle. Et en fait, c'est pas très difficile de voir que quand vous commencez à ouvrir la boîte et puis voir un petit peu comment ils ont calibré les paramètres de ce modèle-là, il y a pas mal de paramètres importants qui ont été rentrés à la main, sans juste comme information a priori, hein, et d'autres qui ont été calibrés à partir de données, mais des données dont on peut un peu douter de la fiabilité. Donc typiquement, le nombre de cas détectés, ça c'est le genre de truc, ça dépend du nombre de tests disponibles, ça dépend de plein de choses, ça ne paraît pas très robuste. Donc en fait, bon, dès le début, on savait que cette étude était sujette à caution, mais enfin bon, c'était la première, il fallait bien commencer. Depuis, il y a eu d'autres versions, et en particulier la dernière, qui a été beaucoup mieux faite, en particulier du point de vue de la robustesse. Donc voilà, mon idée, c'était comment quantifier les incertitudes de prédiction de ce genre d'études. Et puis un truc en général, voilà, je dis toujours aux étudiants, bon, on est capable de quantifier les incertitudes, mais on quantifie, on n'arrive pas à réduire. Mais là, bon, on va un cran plus loin parce que c'est la nécessité. Est-ce qu'on peut les réduire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les réduire? Donc, essentiellement, l'idée, c'est quel type de données il faudrait recueillir en plus de celles qui sont disponibles aujourd'hui pour arriver à réduire les incertitudes de prédiction. Donc voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Yvon, transparent suivant. Donc là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas de prendre le modèle de Ferguson. Alors, le modèle de Ferguson, c'est un modèle. Alors, j'imagine que vous avez dû entendre parler du modèle SIR. Oui. Voilà. Donc, Ferguson, tous les gens qui travaillent là-dedans, c'est du SIR, alors un peu complexifié parce qu'il y a des stratifications géographiques, il y a des stratifications sociales, des stratifications par âge, mais ça reste du SIR. Hein. Ça tourne toujours autour de ça, donc des systèmes d'équations différentielles ordinaires couplées. Et ça, on peut dire que c'est raisonnable parce que là, maintenant, on est en régime où il y a suffisamment de gens infectés pour que les effets stochastiques qui peuvent être intéressants, enfin importants au début pour le déclenchement, là, maintenant, on peut oublier ces fluctuations-là par rapport aux incertitudes sur les paramètres. On peut estimer que c'est négligeable. Voilà, en tout cas, c'est le parti pris que j'ai pris aussi. Tant pis pour les modèles stochastiques, on part avec les modèles type SIR et on essaye de les utiliser, de les calibrer et de quantifier la robustesse de leur production au mieux. Donc là, je vous en propose un, donc un petit peu plus simple que Ferguson, mais bon, voilà, essentiellement, vous pouvez refaire ça avec des données stratifiées géographiquement et par âge. Voilà, on a ces données-là au moins, donc ça, on peut le faire. Voilà, c'est juste pour la présentation, ça va un petit peu plus vite. Alors là, c'est un modèle SIR un tout petit peu modifié. Alors, il y a essentiellement deux modifications. Alors, je pense que vous êtes capable de lire les équations différentielles. Donc, S, c'est les personnes saines, les susceptibles, comme on dit. Donc, cette population-là diminue au cours du temps, puisqu'ils se font contaminer. Alors, ils se font contaminer, vous avez le terme de décroissance, là. Donc, il y a un terme de taux de transmission. Alors, c'est proportionnel au fameux R0, le taux de T. C'est proportionnel au nombre de personnes saines dans la population et proportionnel au nombre de personnes contagieuses, donc I plus U. Donc là, voilà, par rapport au modèle SIR, il y a une petite différence. Il y a un I plus U ici, parce qu'on va distinguer, on va faire un compartiment en plus par rapport au modèle SIR. Ensuite, vous avez la deuxième équation, c'est l'évolution des personnes qui sont contagieuses mais encore asymptomatiques. Donc, voilà, toutes les personnes susceptibles qui deviennent infectées passent dans la catégorie I. Et puis, vous avez le moins UI du T, pour dire que ces personnes-là, elles sont aussi transférées dans un nouveau compartiment avec le taux nu. Alors, lui, il est constant, indépendant du temps.
Et là, l'idée, voilà, c'est qu'il y a en fait deux types de malades, R et U. Les malades dont on sait qu'ils sont malades et les malades dont on ne sait pas qu'ils sont malades. Voilà, donc les personnes I de type I deviennent soit R, soit U, avec une fraction F, donc qui devient de type R, et une fraction 1-F qui devient de type 1-R. Qui devient de type, une fraction 1-F qui devient de type U. Et puis, à la fin, ces malades, ils sortent. Alors là, j'ai pris un truc, là j'ai été brutal, le fait qu'il meure ou le fait qu'il soit guéri ne change rien à la dynamique du système. Donc ils sortent avec le taux état, le même taux que ce soit de type R ou de type U. Donc voilà, donc là l'originalité par rapport au SIR, c'est voilà, une catégorie en plus, ça c'est le premier truc, et un R0 qui dépend du temps. Donc via le taux de T. Donc voilà, c'est les deux originalités. Et ça, c'est ce que vous trouvez aussi dans Ferguson avec plus de catégories, mais le fait que le R dépende du temps, ça c'est le truc essentiel, c'est fait pour modéliser l'impact des différentes interventions que les gouvernements prennent au cours du temps. Donc pour modéliser ça, pour que ça rentre dans les modèles d'épidémiologie classique, les épidémiologues disent à chaque fois que quelqu'un prend une mesure du type on ferme les écoles, on fait du confinement total, paf, ça a un impact sur le R0 qui décroît. Et il faut calibrer cette décroissance pour faire de la prédiction ensuite. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a une question? Oui, Étienne Pardou. Ouais. Excuse-moi Jocelyn, mais tu rajoutes pas un compartiment, mais deux compartiments. Parce que le R n'a rien à voir avec le R de SIR. Ici, oui, le R, ce serait le I. Oui. Voilà, donc en fait, là. les remis, on n'en parle pas, ils ne sont pas dans le modèle, parce que comme ils interagissent, comme on ne considère pas la perte d'humidité, ils n'interagissent pas. Oui, c'est ça. Et donc en fait, tu rajoutes deux compartiments. C'est-à-dire, au lieu d'avoir I, le I se décompose en trois, en quelque sorte, I, R et U. I, R et U, sachant que les R, comme ils sont signalés, ils sont isolés, on considère qu'ils n'affectent plus. Tout à fait. Mon R, ce n'est pas le R du SIR. Normalement, le R du SIR est covered. Et là, je ne veux pas savoir, ils ne me servent à rien, donc je l'enlève. Là, j'ai un R qui est un reported. Oui. Donc voilà, c'est les malades symptomatiques et asymptomatiques en gros. Oui. Excuse-moi, bon, en fait, ce modèle, je le connaissais parce que j'ai déjà discuté avec Magal le mois dernier. Mais donc, le truc tout de même important, c'est que pour toi, il n'y a pas de compartiment ex post. Non, que les gens qui sont infectés, on peut le rajouter, il n'y a pas de problème. Infectieux. Oui. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de problème, sauf que ça complique le modèle. Mais donc, les gens qui sont infectés sont tout de suite infectieux. Oui, c'est ça. Donc, tu le vois tout de suite que on est d'accord. Là, voilà, le S passe au grand I. Le grand I, il est tout de suite infectieux. Il est dans le membre de droite du S'. Donc, on pourrait faire une équation intermédiaire. Juste pour, Oui, voilà. Donc, c'est une version du SIR. Mais comme mon propos, ce n'est pas de discuter la pertinence de ces modèles, c'est plutôt de voir comment on fait une analyse d'incertitude sur un modèle de ce genre-là. Donc, il y a à la fois, il y a les deux gros, voilà, il y a un certain nombre de catégories qui vérifient les équations différentielles, des paramètres libres nu, état qui sont constants, qu'il faut essayer de calibrer, et un paramètre important, le taux de T qui dépend du temps, qu'il va aussi falloir calibrer. Voilà, donc ça c'est l'idée. Tout le monde, en gros, tout ce qu'on trouve, tous les modèles tournent autour de ce truc-là. Merci Étienne. Transparent suivant, c'est Yvon qui maîtrise. Voilà, donc là je remets les équations. Alors là je vous rajoute deux petits trucs. Je rajoute une équation parce que ça c'est une observable, c'est le nombre de cas qu'on rapporte par jour. Et là je vous propose deux modèles pour le taux de transmission, pour le R dépendant du temps. Alors le premier, le truc qui ressemble à une exponentielle là, ça c'est celui que propose Magal. J'en considère un autre en dessous. Alors qu'est-ce que ça veut dire le modèle de Magal? Ça veut dire qu'en fait le taux, on pensait que le taux c'est un R, hein, c'est coefficient R0. Le taux il est constant égal à taux 0 jusqu'à l'instant grand N.
Et à partir de l'instant grand N, plam, on imagine, il y a des mesures qui sont prises, ça décroît exponentiellement. Avec un taux mu, toujours pareil, qu'il va falloir calibrer. Donc ça, c'est son idée, mais on pourrait en prendre d'autres. Je mets un modèle qui ressemble à ça, mais au lieu d'avoir une décroissance exponentielle, à partir de l'instant n, plaf, ça décroît linéairement. Et j'en parlerai à la fin. Ferguson, c'est donc le groupe de l'Imperial College, fait la même chose, mais ils ont un modèle qui est constant par morceaux, parce qu'ils considèrent différents types d'interventions. Ils collectent les 5 interventions possibles que peut faire un gouvernement, et à chaque intervention, paf, il y a un taux d'abattement du taux de T par un facteur multiplicatif qu'il s'agit de calibrer aussi. Voilà, donc chacun a son petit modèle pour décrire la décroissance du taux de T. Et donc, vous vous retrouvez donc comme ça avec un certain nombre de paramètres libres qu'il faut, voilà, là maintenant vous avez un nombre fini de paramètres libres à calibrer qu'il va falloir calibrer à partir des données. Donc voilà, on fait, ça c'est la modélisation, donc là il faut discuter avec les épidémiologues pour savoir si c'est raisonnable tout ça. Une fois que vous avez un modèle comme ça, là c'est bon, là je suis plus confortable, je comprends un peu mieux ce qu'il faut faire. Donc c'est parti. Alors, ce qu'ont fait essentiellement les épidémiologues, enfin une petite variation près, c'est d'essayer de calibrer les modèles à partir des données. Et donc, ils font ça essentiellement par moindre carré. Vous avez alors là, on va dire que les données mesurées, c'est les nombres de cas rapportés par jour, DR mesure à l'instant Tn. Et puis, vous regardez les différences entre ces trucs-là et les valeurs prédites par le modèle qu'on fait tourner avec le jeu de paramètres param, et vous essayez de minimiser la somme des erreurs quadratiques sur les valeurs de param. Donc ça, voilà, là, je ne sais plus combien il y a de paramètres, il y en a 5 ou 6. Voilà, voilà, il y a une fonction en dimension 5 ou 6 à minimiser. Vous faites tourner l'algorithme que vous voulez. Vous pouvez faire des centres de gradient, souvent il y a des petits minima locaux, parfois c'est assez plat, donc il vaut mieux faire d'optimisation stochastique. Mais bon, voilà, c'est un problème de minimisation que tout le monde arrive à résoudre plus ou moins. Alors là, le seule petite originalité, ça, c'est voilà, la pondération des erreurs quadratiques. Donc vous voyez, je prends l'erreur quadratique le carré de la différence entre la valeur mesurée et la valeur prédite par le modèle, et je divise par la valeur mesurée. Alors ça correspond à une pondération où on pense que les fluctuations des données mesurées suivent une loi poissonienne, ce qui est assez raisonnable pour un nombre de cas qui est raisonnablement grand. Et en fait, là, je triche un peu, ce n'est pas tout à fait du Poisson. J'ai fait une approximation gaussienne d'une loi de Poisson. Une loi de Poisson de paramètres n, ça peut se laisser approcher par une gaussienne de paramètres n et n, c'est-à-dire de moyenne n et de variance n, pas de variance n2, de variance n, et ça correspond à une pondération comme ça. Donc voilà, ça c'est du moindre carré avec un modèle d'erreur de mesure. On va dire que tout le monde est à peu près d'accord que ça doit être à peu près un truc comme ça. Et là, sur la courbe, ce que vous avez, c'est les petits points, c'est les valeurs observées. Alors, je ne vais pas relancer ça, ça va jusqu'au 26 mars. C'est un peu vieux, ça date d'une semaine. Et la courbe bleue, c'est la courbe prédite par le modèle qu'on a fait tourner avec le jeu de paramètres optimal, celui qui minimise la différence quadratique qu'il y a là. Donc voilà, on peut se dire, là, on a un modèle qui fit bien les données. On est raisonnablement content. Donc voilà, première étape, on fait ça. Jusque-là, on est content, on se retrouve avec un jeu de paramètres. Et après, vous faites tourner le modèle avec ce jeu de paramètres pour prédire tout le reste, I, R et U. Et puis, vous vous retrouvez avec des courbes. Voilà, un exemple de courbe. Donc là, j'essaye d'avoir toujours le même code. Bleu, c'est I, rouge, c'est R et vert, c'est U. Alors, juste un truc, je ne vous ai pas dit ce que c'était param. Dans param, j'ai mis tous les paramètres, sauf F. Alors, F, je vous rappelle, c'est la fraction, en gros, de malades asymptomatiques. Ou plutôt l'inverse. C'est la fraction de malades symptomatiques, ceux qui ont des symptômes. Donc là, ça veut dire qu'en grosso modo, j'ai 90% de gens qui sont malades sans le savoir et 10% de gens qui sont malades en le sachant. Et pourquoi là je l'ai fixé? Parce que tout simplement, la fonction d'erreur quadratique que vous avez vue avant, vis-à-vis de ce paramètre, elle est complètement plate.
Il n'y a aucun moyen de l'estimer à partir des données. Donc, c'est à vous de le rentrer à la main. Et donc, ça, par exemple, Magal ou Ferguson, c'est pareil, dans leurs premières études, ils sont obligés de rentrer ça à la main. Donc, voilà. Donc là, déjà, on a un paramètre où on se dit, ah, il y a un sacré impact, parce qu'on va le voir dans la suite. Évidemment, ce paramètre, il est super, il est très critique. On peut fitter les données jusqu'au jour d'aujourd'hui en faisant n'importe quoi sur le F. Par contre, en prédiction, le F, il a un impact considérable. Pour savoir la date du pic et la hauteur du pic, le F est critique. Donc voilà, ça c'est le cas le pire qu'on peut rencontrer en quantification des incertitudes. On a un modèle avec des paramètres et un des paramètres ne peut pas être estimé à partir des données actuellement disponibles. Et par contre, la quantité qu'on cherche à prédire, le max de R de T, par exemple, ou le max de R plus U, le max de Jean Malade, ça dépend très fortement de ce paramètre. Mais voilà, c'est la situation. Donc là, quand on voit ça, et quand j'avais vu ça, on s'en rend compte assez vite, effectivement, les études, la première étude de Ferguson qui m'en prédisait 510 000 morts, en fait, on peut refaire tourner son modèle en changeant le F, enfin il ne l'appelle pas F, mais ça revient au même, et puis on peut passer de 500 000 à 50 000 ou à 5 millions. Il n'y a pas de... On fait ce qu'on veut. Donc, voilà, donc ça c'est pour situer le problème. Donc voilà, deuxième étape. Donc ça en gros, c'est ce que Ferguson et la plupart des gens ont fait pour calibrer les modèles et pour faire des prédictions. Maintenant, on va rentrer en phase quantification des incertitudes. Alors, pour faire ça, on pourrait faire de l'analyse bayésienne avec tous les paramètres ensemble. Alors, il se trouve que, vu le nombre de données qu'on a et vu la qualité des données qu'on a, c'est souvent merdique. C'est-à-dire que c'est super instable. Et donc là, ce que je propose, pour rendre les choses un peu plus lisibles, et en fait, donc je le fais pour ce modèle-là, mais je le refais pour Ferguson, c'est de commencer d'abord par une analyse de sensibilité. Donc l'idée est, on va essayer de déterminer quels sont les paramètres les plus importants dans le modèle. Donc ça, c'est modèle dépendant, mais voilà, on prend le modèle de Magal ici. On va essayer de déterminer les 2-3 paramètres les plus importants par une analyse de sensibilité. Donc là, je fais ce que j'ai l'habitude de faire, des indices de Sobol. On va garder ces 2-3 paramètres libres et on va figer les autres, qui sont censés être pas très importants d'après l'analyse de sensibilité, à leur valeur estimée par l'étape précédente. Donc voilà, en gros, on réduit la dimension. Donc ça, voilà, c'est une étape préliminaire avant de faire la quantification des incertitudes. Une petite analyse de sensibilité qui nous permet de déterminer quels sont les paramètres importants du modèle. Donc là, voilà, on en retient 3. F, mu et n. Donc, essentiellement, les trucs les plus importants vis-à-vis des incertitudes de ce modèle particulier-là, c'est effectivement la fraction de malades asymptomatiques ou symptomatiques plutôt. Mu et n, c'est ce qui paramétrise évidemment la décroissance du R0. On se doute que c'est important, évidemment. Donc voilà, ça, c'est les paramètres importants et on va fixer les autres. D'accord? Donc ça, on fait ça. Et là, on se fait un petit bayésien. Donc, alors, 2 types de bayésiens. On peut essayer de faire du bayésien sur les 3 paramètres f mu n. Alors, bayésien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de déterminer la loi a posteriori de, disons, ce triplet de paramètres, donc que j'appelle param, sachant les données. Et ça, le théorème de Bayes vous dit que c'est proportionnel à un produit de 2 choses, la vraisemblance et le prior. Donc la vraisemblance, ça, c'est la vraisemblance des données sachant le paramètre. Alors ça, on sait, puisqu'on a un modèle de bruit de mesure, le bruit poissonien. Jocelyn, j'ai une petite question, excuse-moi, est-ce que je peux Oui. t'interrompre? Oui, vas-y. Amaury Lambert. Ouais. Donc tu disais tout à l'heure que F et N, c'était des paramètres que tu avais injectés toi-même. C'est-à-dire N, c'est la date des mesures gouvernementales et F, Ouais. c'est le. Oui. Donc, quel intérêt de. Excuse-moi, hein, juste une question de compréhension. Quel intérêt de mesurer la sensibilité des résultats, des estimations à ces paramètres qui sont fixés? Non, enfin, je ne les fixe pas. Pour vous dessiner la prédiction que j'ai faite tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai fixé le F à 0,1 et ça me donne ces courbes-là.
Là, pour l'analyse de sensibilité, je reviens en arrière, je fixe pas F et je regarde le modèle et je fais varier tout le monde. F, mu, N et compagnie. D'accord, ok. Dans F, Et les c'est bon, autres, je comprends. état, F, je nu. comprends, mais N, c'est connu. N, c'est connu sans Non, incertitude. en fait, il vaut mieux laisser une petite incertitude parce qu'on se rend compte que voilà, entre la date officielle de prise des mesures, Ah, d'accord, il y d'accord. a 2-3 jours. D'ailleurs, tu le vois là, le N, là, c'est ouais, il y a 2-3 jours à chaque fois, ça yoyote un peu. Ah, ok, je comprends bien, d'accord, merci. Le moment effectif où les mesures sont lancées, ça, c'est pas tout à fait simple à déterminer. Voilà. Donc, la vraisemblance, bon, ok, on sait la mesurer. Essentiellement, c'est exponentielle de moins 1/2 la forme quadratique que je vous ai vue tout à l'heure. À une constante multiplicative près, il y a toujours une constante multiplicative dans le théorème de Bayes. Et puis, vous avez le dernier terme, le P param prior. Là, bah, c'est la loi a priori sur les paramètres. Donc là, c'est du non-informatif. Alors, bon, pour la plupart des paramètres, ça se traduit par un non-informatif de type uniforme. Donc, en particulier pour mu n, état et nu, c'est. Pour le f, alors là, on peut se poser la question parce que tout dépend de. Voilà, c'était pas tout à fait uniforme parce que le f, il peut vraiment prendre n'importe quelle valeur entre, disons, on va dire, 10-3 et 1, quoi. Et donc là, il faut faire attention quand on fait des uniformes avec ce genre de choses. Tout dépend de ce que vous appelez uniforme. Vous pourriez très bien dire c'est uniforme entre 10-3 et 1, mais ça veut quand même dire qu'il y a 90% de chances que ça soit entre 0,1 et 1. Or, peut-être que ce que vous vouliez dire, c'était il y a une chance sur 3 que ça soit entre 10-3 et 10-2, une chance sur 3 que ça soit entre 10-2 et 10-1, et une chance sur 3 que ça soit 10-1 entre 10-1 et 1. Auquel cas, là, c'est le log du f qu'il faudrait prendre uniforme. Donc là, on a essayé différents priors pour l'analyse bayésienne. OK. Ben, de toute manière, le résultat de cette analyse-là, donc regardez pas encore les figures, c'est que la distribution a posteriori du f, c'est la distribution a priori. C'est-à-dire, on n'apprend rien sur le f. La vraisemblance ne change pas la distribution du f. Donc, ce que vous mettez en entrée, vous le récupérez en sortie. Donc, si vous laissez un truc complètement vague, ça reste complètement vague. Et puis, si vous rentrez un f à une valeur fixe, il vous dit, bah oui, pourquoi pas. Mais il n'a aucun moyen de le déterminer à partir des données. Donc voilà, on retrouve ce problème que ces foutus modèles, ils ne sentent pas le f. Alors là, ce que je présente comme résultat, c'est l'estimation de la distribution a posteriori pour juste la paire de paramètres mu n pour deux valeurs de f différentes, 0,1 et 0,4. Donc, on voit que, bah, effectivement, quel que soit le f, en gros, la distribution a posteriori de mu n, c'est la même. Alors là, la distribution, je l'ai obtenue par un algo standard de MCMC. Hein, c'est vraiment, ça, c'est du bayésien standard. Comme la loi a posteriori, on la connaît à une constante multiplicative près, on utilise une méthode d'échantillonnage qui sait échantillonner une distribution dont on connaît la densité à une constante multiplicative près. Donc le MCMC, c'est standard, c'est fait pour ça. Et donc, on se retrouve avec la distribution a posteriori du mu n. D'accord? Donc voilà, il faut comprendre que le mu n, on arrive à peu près à en déterminer une distribution a posteriori qui a du sens. Le f, rien du tout. On n'a pas de distribution. Enfin, la distribution a posteriori est égale à la distribution a priori. Il faut la rentrer à la main. Voilà, donc ça, c'est l'étape calibration bayésienne. Et encore une fois, si vous prenez le modèle de Ferguson, vous avez le même problème. Hein. Ce n'est pas lié au problème à Magal, c'est lié aux données. Les données n'ont pas d'informations sur ce f. Donc ça, c'est le... Là, Yvon, suivant. Yvon? Oui, c'est fait. Pardon. Ça va. Et donc là maintenant, une fois que vous faites ça, vous pouvez faire de la propagation d'incertitude. Alors là, vraiment, c'est la propagation d'incertitude, on pourrait dire très réduite. La figure de gauche, par exemple. Vous fixez tous les paramètres, y compris le f, sauf le mu et le n. Vous tirez le mu et le n selon la distribution a posteriori qu'on a déterminée par l'analyse bayésienne, et puis vous faites tourner les modèles avec voilà, un échantillon de mu et n tiré selon la distribution a posteriori qu'on a déterminée, et puis vous tracez médiane quand il a 90%, quand il a 10%, pour avoir déjà
une estimation de la robustesse des prédictions. Alors que là, vraiment, je vous fais une analyse d'incertitude, vous voyez, vraiment réduite. J'ai fixé un certain nombre de paramètres pas très importants, donc ça, c'est raisonnable. Et j'ai fixé sur la courbe de gauche le paramètre le plus important, le plus sensible, à une valeur 0,1. Et il me reste encore pas mal d'incertitudes. Et quand je fais varier le f, donc là vous passez de la courbe, de la figure de gauche à la figure de droite. Alors si vous regardez de loin, vous pouvez dire ouais, ça se ressemble. Oui, mais ce que vous devez regarder, c'est l'échelle. Ce n'est pas du tout la même. Vous avez un facteur 4, en gros. En gros, oui, là, le pic, dans cette zone de valeur de f là, quand on n'a pas atteint encore la contamination de toute la population disponible, essentiellement les pics qui sont proportionnels à 1 sur f. Donc, voilà, comme vous pouvez choisir le f que vous voulez à 10-2, 10-1 ou proche de 1, vous tapez un facteur 100 sur la valeur du pic. Donc ça, c'est juste pour vous dire que voilà, les modèles qu'on a en ce moment ont des grosses incertitudes. Donc voilà, donc ce sur quoi j'ai travaillé, c'est ça, c'est essayer d'identifier quels sont les paramètres importants, montrer pourquoi ils sont importants, montrer explicitement que les prédictions qu'on obtient à l'heure actuelle, bon, elles ne sont vraiment pas robustes. Et puis, bien sûr, ultime étape, c'est maintenant qu'on a compris que voilà, il nous faut absolument des infos sur le F, comment est-ce qu'on peut obtenir le F? C'est l'idée que je pousse depuis une semaine, c'est de dire il va falloir faire un sondage, une campagne de tests dans la population sur un échantillon représentatif. Pas seulement prendre les malades qui arrivent à l'hôpital et les tester pour voir s'ils sont malades, mais je sais bien que les tests sont précieux, on n'en a pas beaucoup, mais il faut qu'on passe quelques milliers de tests pour faire un sondage, pour savoir enfin quelle est la proportion de gens qui ont été porteurs de la maladie sans être symptomatiques. Tant qu'on n'a pas ça, on fait de la lecture de marc de café. Donc voilà, donc là je discutais, oui, donc là, d'abord la première conclusion, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est la conclusion. Bon, en fait, ce n'est pas très étonnant. Hein. On est en train de faire, on regarde des modèles qui ont une croissance exponentielle, dont le taux de croissance est incertain. Donc forcément, le résultat à la fin de la journée, il est monstrueusement incertain. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait du bayésien super évolué pour anticiper ce truc-là. Alors là, ça c'était une petite remarque, parce qu'on avait posé... le carré là, qui est mis en place depuis une semaine se posait des questions. Dans l'étude en particulier de Magal et Webb, c'est pour ça que j'avais fait ce travail-là sur ce modèle-là parmi d'autres, c'est que dans cette étude, ils appliquaient ça à la France, à différents pays européens, et ils concluaient que c'était très mauvais pour l'Allemagne et c'était pas trop mauvais pour la France. Mais en fait, ça vient juste du fait qu'eux, ils ont juste fait les 2 premières étapes. Ils ont fait maximum de vraisemblance, ils ont déterminé le jeu de paramètres le plus vraisemblable et ils ont fait tourner le modèle avec ce jeu de paramètres le plus vraisemblable. Et le max de vraisemblance pour l'Allemagne, il a un mu, c'est le truc qui pilote la décroissance exponentielle de R, qui est 2 fois plus petit que celui qu'il trouve pour la France. Donc, évidemment, quand on fait après tourner le modèle prédictif, ça recule le pic, la date du pic de plusieurs semaines en Allemagne, et donc il se retrouve avec un nombre de malades absolument monstrueux. Mais en fait, quand on regarde bien à quoi ressemble cette foutue vraisemblance, elle est très plate en vis-à-vis de mu. J'ai essayé de vous dessiner la distribution a posteriori. Donc c'est vrai que le max de vraisemblance pour l'Allemagne, il est 2 fois plus... Enfin, la position du max de vraisemblance en mu, elle a une position assez éloignée du max de vraisemblance pour la France, mais en fait, pour les 2 pays, la distribution a posteriori du mu, elle est super étendue. Le max de vraisemblance, il ne vous dit rien. On a une vraisemblance très plate. Il faut considérer toutes les valeurs vraisemblables et compatibles avec les données de mu. Et quand on intègre ça, cette différence énorme qu'on voyait, on la voit plus, quoi. Elle est largement dans les barres d'incertitude. Petite question, Jocelyn, nouveau, si tu permets. Oui, vas-y. Oui, si on regarde les courbes, alors bon, c'est vrai que les données sont assez parcellaires, enfin, elles ne sont pas de très bonne qualité, mais on a l'impression que quand même, il y a encore assez peu de signal concernant ce mu. Bon, ça se voit aussi dans tes résultats, mais
Et je veux dire, de manière générale, en Europe, même dans le monde, on est encore dans une phase où… Ouais, ça, c'est pas tout à fait vrai. Ce sera dans les derniers transparents. Maintenant, alors, on n'utilise plus du tout les données chinoises. Parce que c'est pas possible. Les données coréennes sont très spéciales, elles sont intéressantes. On ne met pas sur l'impact des mesures de confinement parce que leurs mesures étaient assez différentes des nôtres et appliquées à un moment assez différent. Par contre, maintenant en Europe, ça va venir à la fin, j'y reviendrai, donc à ta remarque. Là, maintenant, on commence à avoir pas mal de pays qui sont un petit peu avancés, en particulier l'Italie, et on commence maintenant à assez mieux à estimer la vitesse de décroissance du R2T. Et en particulier, donc, même la dernière étude de Ferguson, ils ne se limitent pas à un truc exponentiel, ils font un truc encore plus sioux, constant par morceau, qui prend en compte les dates des différentes interventions. Ouais, donc ça, j'y reviendrai. Mais on y arrive un peu mieux. D'accord. Donc voilà, alors ça c'est pour les paramètres mu. Donc voilà, là avec les données que j'ai utilisées, le mu, il a une vraisemblance très plate, une distribution a posteriori assez plate. Et c'est pour ça qu'on a des estimations avec des intervalles de confiance assez larges. Le transparent suivant, ça doit être c'est celui que j'ai mis vraiment en avant quand je discutais avec les fameux comités là. C'est que voilà, en gros pour ce modèle-là, mais pour d'autres, c'est pareil. Il y a quelques paramètres, en particulier, quel qu'en soit le nom qu'on lui donne, le F là, qui est super critique pour les choses qu'on veut estimer, la date du pic, la hauteur du pic, et qu'on n'arrive pas à calibrer avec les données actuelles. Donc là, j'ai pris le nombre de cas reportés. Donc ça, c'est des données qui sont aussi un petit peu louches. Maintenant, on prend plutôt le nombre de morts. Je dirais que ça va mieux parce que c'est un peu décalé par rapport au nombre de cas reportés. Mais maintenant, voilà, malheureusement, il commence à y en avoir suffisamment pour que ça soit mieux renseigné et plus fiable. Mais bon, que ce soit le nombre de cas reportés ou le nombre de morts, de toute manière, ça ne permet pas de calibrer le F pour l'instant. Donc, c'est ce que j'ai résumé sur les deux items qui suivent là. Si vous mettez le F dans l'analyse bayésienne, la distribution a posteriori, c'est exactement la même que la distribution a priori. Et si vous essayez différents modèles de F, alors ça, c'est un truc d'analyse bayésienne. Là, vous calculez, vous considérez ça, par exemple, vous avez deux valeurs de F, ça vous donne deux modèles différents. Vous calculez les facteurs de Bayes, c'est-à-dire les vraisemblances d'un modèle contre l'autre, c'est 1. Enfin, 1,1 ici, mais c'est dans 1,1, c'est comme 1, c'est dans le bruit. Donc voilà, ça vous dit juste que les données ne permettent pas de déterminer s'il y a un modèle qui est plus vraisemblable que l'autre. Donc, il n'y a pas moyen. Et donc, s'il n'y a pas moyen d'estimer le F avec les données actuelles, c'est qu'il nous faut d'autres données. Et voilà, ce que je mets en avant, c'est cette idée d'études sur un échantillon représentatif de la population générale. Voilà, j'en reviens toujours à ça. C'est mon dada. Voilà. Et le dernier truc transparent, voilà, ça va permettre de répondre un petit peu à Maury. Donc là, j'ai pris un taux j'ai suivi Magal là, ici, j'ai pris un taux de T exponentiellement décroissant. Pour le coup, on peut en tester d'autres. Par exemple, la forme linéaire que je vous avais montrée au début. Et puis refaire l'analyse. Alors là, pour le coup, les données commencent à être suffisamment bonnes pour qu'on puisse dire il y a des trucs qui sont nettement moins vraisemblables que d'autres. Donc, si vous testez modèle exponentiel contre modèle linéaire pour la décroissance du taux ou du R, 0, là, il vous dit non, ça ressemble plus à une exponentielle qu'à une droite, parce qu'on a un facteur de Bayes là quand même qui commence à se dégager un petit peu de la valeur 1. Donc, voilà, plutôt en faveur de la décroissance exponentielle quand on compare les deux, exponentielle versus linéaire. Ça ne dit pas que l'exponentielle est bonne, ça dit juste qu'elle est plus vraisemblable. C'est un rapport, le facteur de Bayes. Et là, je conclus par ça. Ah oui, alors ça, oui, d'accord. C'est la version de transparent que j'ai envoyée à 9h, parce que j'avais dit que j'enverrais à 9h. Donc là, il y a un nouveau, enfin, comme je disais, tous les 3-4 jours, il y a une nouvelle version du papier du groupe de l'Impérial, là. Donc, qui fait beaucoup plus d'analyse d'incertitude maintenant. À partir de la dernière version du 30 mars, là, ça y est, ils ont eu le temps de la faire, je dirais. Donc là, c'est beaucoup plus robuste. Et donc, en particulier, oui, il y a toujours ce problème du F.
Bon, il ne s'appelle pas F, mais ce n'est pas grave. Et par contre, le problème de la forme temporelle du R0 ou du taux de T ici, alors là, ils ont pris un truc qui est assez intéressant. Alors, ils ont pris un risque. Je vais vous dire pourquoi ils ont pris un risque. Donc, ils prennent une forme qui est constante par morceau. Et disons, ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois qu'un gouvernement prend une mesure, donc ils ont 5 mesures, fermeture d'école, jusqu'à confinement total, à chaque fois qu'un gouvernement prend une mesure, ça abat ou ça multiplie le taux de T par un facteur multiplicatif. Donc ça fait, voilà, il y a 5 mesures, donc il y a 5 facteurs multiplicatifs à estimer à partir des données. Et l'idée qu'ils ont, c'est de prendre les données de 11 pays européens et de dire, si vous faites ça pays par pays, il n'y a pas moyen d'estimer les facteurs multiplicatifs. Il n'y a pas assez de données par rapport au nombre de facteurs qu'il faut estimer. Donc ce qu'il dit, c'est ces facteurs multiplicatifs, c'est les mêmes pour les 11 pays. Par contre, le R0 initial, il dépend du pays. Et ça, c'est calibrable, ça, c'est estimable. Mais évidemment, ils ont pris un risque. C'est-à-dire qu'ils ont rentré en dur l'hypothèse, ces facteurs multiplicatifs, c'est les mêmes dans tous les pays. Donc l'effet de confinement total, c'est exactement le même dans tous les pays. Or, on se doute que le confinement n'a pas été appliqué exactement de la même façon dans tous les pays, mais voilà, pour arriver à estimer ce facteur multiplicatif, il faut rajouter une hypothèse, sinon on ne s'en sort pas. Donc voilà, pour l'instant, ça c'est les dernières versions qui existent. Pour arriver à estimer ce taux de T qui est très important, ou R0, quoi, le R0 classique. La forme constante par morceau, voilà, bon, ça paraît raisonnable, avec ces abattements multiplicatifs au cours du temps. Bon, quand on regarde de loin, ça ressemble à une exponentielle décroissante. Hein. Mais voilà, avec des facteurs multiplicatifs qui sont sans doute un petit peu plus fins que juste dire une décroissance exponentielle, mais avec une hypothèse forte dont on a du mal à sentir l'importance, qui est de se dire que dans tous les pays, ces mesures de différents types de confinement ont exactement le même effet. Donc voilà, donc, je termine là-dessus. Alors vous pouvez les télécharger, j'imagine que vous les avez, les versions du papier de Ferguson. C'est quand même les études les plus complètes qu'on trouve en ce moment. Ça reste la référence. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai raconté un petit peu, d'abord, la stratégie générale de quantification d'incertitude, donc y compris maintenant celle que fait Ferguson, il fait ça lui aussi, et les problèmes qu'on a en ce moment sur un certain nombre de paramètres qu'on a du mal à estimer avec des données. Donc, on peut s'en sortir pour certains du genre ces facteurs multiplicatifs en rajoutant des hypothèses. Pour d'autres, on n'y arrive pas, il nous faut des données en plus. Il nous faudra vraiment des données en plus. Donc voilà. Très bien, merci Jocelyn, c'était un super exposé encore. Donc je vais vous demander de lever la main si vous avez des questions. Mathieu. Oui, bonjour à tous, bonjour Jocelyn, merci beaucoup Salut. pour l'exposé. Écoute, déjà, je suis entièrement d'accord avec ton dada. Ça semble effectivement une très bonne idée de vouloir tester. Mais j'avais quand même j'étais un peu surpris par le fait que tu dises que on n'a aucun moyen d'estimer le F. Parce que là, pour le coup, on peut quand même un peu plus penser qu'il est similaire, ou en tout cas pas très éloigné en ordre de grandeur entre différents pays. Et vu que les pratiques de test peuvent être extrêmement différentes, on peut imaginer qu'on arrive à avoir des bornes sup et des bornes inf avec certains intervalles de confiance, je veux dire, pour le F. Enfin, je veux dire, quand on voit l'Islande ou des trucs comme ça, est-ce qu'on ne peut pas en déduire, par exemple, que le F ne peut pas être si gros que ça, ou j'en sais rien, des cas avec les bateaux. Oui, c'est ça. Donc l'Islande, c'est les premiers, enfin, c'est pour l'instant, pour ces histoires de tests dans la population générale, il y a effectivement les Islandais qui ont commencé à se lancer, ils en sont à peu près... Mais c'est des volontaires, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils appellent en test les volontaires. Donc déjà, c'est un petit peu biaisé, mais ça peut déjà commencer à donner des bornes. Et en fait, en quelque sorte, quand on aura atteint le pic, on saura estimer le F. Mais on voudrait bien l'estimer un petit peu avant. Oui, bien sûr. Bon, d'accord avec ça. Parce que là, c'est vraiment la proportion de gens qui l'ont eu
sans avoir aucun symptôme et qui ne sont jamais signalés. C'est merci. essentiellement ça. Donc J'ai- là, il faut aller taper dans la population générale. J'avais une petite remarque en plus. J'ai vu passer aussi des choses sur le fait de tester par groupe. Oui. Alors, je ne me rends absolument pas compte de savoir à quel point c'est faisable en pratique, mais ça permettrait effectivement Oui. de tester plus de monde pour c'est ça. pour un résultat similaire, quoi. Parce que quand même, là, j'ai fait un modèle de base, quoi, non stratifié. Il n'y a pas de stratification d'âge ni géographique en particulier. On se doute bien que l'âge, c'est bon. Il faut stratifier, donc il faut complexifier un peu le modèle. Donc, quand je dis il faut faire des sondages dans la population, il va falloir faire ça par aussi noter l'âge et la position géographique. Enfin, ça, on sait faire des sondages en notant l'âge et la position géographique. Ok, merci beaucoup. Amaury? Oui, merci beaucoup, Jocelyn. J'ai deux petites questions. Donc, la première, donc, c'est ce dont je t'avais parlé. Il me semblait que si on fait passer des tests si on fait un sondage et qu'on teste des gens, il me semblerait que ce serait intéressant de pouvoir en profiter pour faire passer un petit questionnaire pour savoir à quoi ont été exposés les gens dans leur foyer, etc. Ce qui pourrait permettre simultanément d'estimer des paramètres biologiques supplémentaires. Oui, ça, on est d'accord. On fera pas, il y aura un petit questionnaire en même temps. Là, le truc critique, c'est, je dis, il n'y a qu'à faire des tests. C'est le dur. Hein. C'est pas si évident de dire, il faut mettre plusieurs milliers de tests en ce moment pour ce truc-là. Il y a des gens qui, évidemment, ne sont pas d'accord pour dépenser des milliers de tests pour ça. Et en plus, alors par contre, voilà, il y a les avantages et les inconvénients. Il y a différents types de tests, entre les tests de charge virale et les tests sérologiques. Là, on est plutôt intéressé par les tests sérologiques. Il faut absolument connaître leur fiabilité, c'est-à-dire sensibilité et spécificité. Ah, bien sûr. Mais par contre, voilà, il a fallu, curieux, hein, même surtout pour les médecins, quoi. Les médecins voient les tests comme des outils de diagnostic. Et ça, ici, là, c'est pas la même chose. Donc, en particulier, moi, si j'ai je sais pas, une sensibilité qui est pas très bonne, mais je la connais, c'est tout bon pour mon sondage. Si je sais que la sensibilité est toute pourrie, je sais pas, 10%, c'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, enfin, ou a eu la maladie, j'ai que 10% de chance de détecter, d'avoir un résultat positif. Si je sais que c'est 10%, c'est tout bon. Si je fais mon sondage, je trouve il y a 2% de positifs, je sais faire la multiplication, ça veut dire qu'en fait, il y a 20% de personnes qui sont immunisées. Oui, bien sûr. Ah, si tu veux, ça vient juste de faire tilt que voilà, des tests qui sont considérés comme complètement inutilisables à des fins de diagnostic, c'est tout à fait vrai, sont parfaitement utilisables à des fins de sondage de ce type-là. Alors, j'avais donc mon autre question, en fait, qui était plutôt une remarque, c'est bon, il y a beaucoup d'incertitudes, mais tu dis qu'ils sont plutôt d'un facteur 4, c'est pas d'un facteur 10 quand même. Et d'autre part, disons, ce qu'on voit quand même, c'est que le nombre, alors certes, on ne connaît pas le nombre d'asymptomatiques, mais vraisemblablement, il est quand même du même ordre de grandeur. Et donc au pic, on aura un nombre d'immunisés qui sera finalement une fraction assez faible de la population. Et donc, il me semble qu'à la levée du confinement, quelle que soit sa nature, s'il est sélectif, périodique, etc., il y a quelque chose qu'il faudra absolument faire, c'est du contact tracing. Oui, ça, mais en fait, le F, on n'en sait rien. Hein. Il y a des gens qui disent il y a déjà la moitié de la population qui est immunisée. Hein. Tu as des études en ce moment qui sortent comme ça. Ils poussent un peu, mais en fait, le F, il y a peut-être une fraction significative de la population qui l'a eu, en fait. On n'en sait rien. D'accord. Et quand je dis significatif, c'est 10, 20, 30%. Hein. Donc, pas négligeable pour l'immunité collective. D'accord. Et ça, vraiment, on est dans le brouillard. Oui, et puis là, effectivement, un facteur 4, c'est crucial. Ouais. Julien Salomon?
Oui, alors le facteur 4 déjà, enfin là c'était ma question, mais le facteur 4 déjà, il vient du fait que tu as choisi 0,1 et 0,4, si j'ai bien Ouais, compris. c'est Tu ça. aurais pu faire un autre choix et ça aurait pu être un facteur différent. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Grosso modo, tant que on n'atteint pas un nombre de personnes qui ont la maladie qui devient de l'ordre de grandeur de la taille de population, grosso modo, c'est 1 sur le nombre total, c'est en 1 sur F. Ok. Et alors moi, la question que j'avais, c'est, mais je ne sais pas si tu peux, enfin, c'est plutôt un peu à tout le monde. Il me semblait on pouvait seulement tester les porteurs du virus et non pas ceux qui avaient été immunisés. Ah non, bah, Tu as un peu répondu dans la question précédente, test. mais je ne sais pas Là, où ça en est cette histoire. tests qu'on a essentiellement aujourd'hui, c'est les tests de charge virologique, donc qui ont une fenêtre de tir assez courte. Ils sont positifs, disons, 24 heures avant les premiers symptômes et pendant 4-5 jours, les 4-5 premiers jours de la maladie. Et après, la charge virale disparaît. Oui, donc on ne peut pas tester les anticorps. Donc ces tests-là, bon, c'est intéressant pour détecter si des gens sont malades. Ce n'est pas très intéressant pour ce que je veux faire. Pour ce que je veux faire, il faut faire des tests sérologiques, donc qui sont très différents. Hein. Les premiers tests, c'est les machins, c'est les cotons-tiges qu'on vous enfonce dans le nez. Les tests sérologiques, c'est de l'analyse de sang. Donc en fait, c'est plus facile. Et eux, par contre, ils ont une fenêtre de tir. Il faut attendre 15 jours entre la contamination et le moment où le test devient positif. Mais ils existent en tout cas. Enfin, Oui, les Coréens en ont plein. Et je ne sais pas si, quand je dis ils en ont plein, ils en utilisent à fond et puis c'est commercialisé. J'en ai pas vu arriver en France, oui, mais c'est ça, on en n'entend tout pas cas du ça tout parler, existe. nous. Et il y en a, enfin voilà, Biomérieux est censé en faire. C'est censé sortir là dans les prochains jours. Parce que si on t'écoute, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Oui. C'est ce test-là, je veux dire. Oui, c'est ce test-là qui est l'anticorps, en fait. Enfin, c'est ça. Oui, oui. C'est les tests sérologiques hein, qui vont être importants pour cette étude-là. Mais qui ne sont valables donc que 15 jours après La contamination, oui. La contamination, d'accord. Très bien. Je vois que Romuald Elie a une question. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. J'avais plusieurs questions, enfin 2 questions principalement. La première, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Donc F, ça mélange la partie d'asymptomatique et de symptomatique non détectée. Oui. La dynamique, ça revient à la même chose. Donc autrement dit, ça prend aussi en compte la dynamique de test. Donc on s'attend dans quelques semaines à avoir des F qui dépendent du temps en fonction des stratégies de test développées par les pays ou les États américains, par exemple, j'imagine. Oui. Et finalement, sur l'utilisation de tests sérologiques, ce serait particulièrement utile pour bien comprendre les asymptomatiques. Oui. Qui sont la grosse inconnue pour arriver à l'immunité de la population. Ou pour contrôler le déconfinement, on va dire. C'est ça. Et donc finalement, c'est la deuxième variable de contrôle. On a 2 variables de contrôle qui est le taux et le F. Exactement. Quand on aura suffisamment de tests, on pourra commencer à tester suffisamment une part significative de la population. Et là, le F va commencer à bouger. D'accord. Et alors pour les symptomatiques non testés, est-ce que dans les plateformes de téléconsultation, il y a des infos qui remontent un peu? Je me demandais. J'ai pas, sûrement, mais j'ai pas réussi à trouver. Pour l'instant, enfin, ça change de jour en jour. Là, en ce moment, je me concentre uniquement sur les morts. D'accord. J'ai laissé tomber les cas détectés parce que ça aussi, c'est trop. Enfin, ça dépend de trop de choses. Enfin, voilà, ça dépend du nombre de tests disponibles, de la stratégie de chaque pays. C'est pas très fiable. Bon, le nombre de morts, bon, je sais bien que c'est pas non plus 100% fiable. Hein. Je pense qu'à partir de ce soir, on va avoir un petit saut en France. Donc, c'est pas très fiable, mais quand même, c'est plus fiable. Normalement, c'est quand même les données. Et en plus, elles sont régionalisées. On a des statistiques par âge. Donc, c'est des choses qu'on peut exploiter. Très bien. Et alors, une dernière question. Pour avoir une stratégie test qui traque l'évolution de l'épidémie, est-ce qu'on a plutôt intérêt à avoir une stratégie de test précise, mais qui ne scale pas du tout, donc des tests comme ceux que tu mentionnais,
ou des stratégies potentiellement pas précises du tout, mais qui scalent à l'extrême. Chacun prend sa température. Voilà. On sait très bien qu'il y a une marge d'erreur, mais on teste, mais on a beaucoup d'infos. Tu l'as mentionné un peu sur le fait qu'en fait, même si tu as un test pas précis, mais tu sais justement l'erreur que tu as, toi, du Oui. point de tâche, c'est largement assez pour avoir tes estimations. Exactement. Donc là, pour l'instant, l'idée, c'est vu le nombre de tests qu'on va avoir de disponibles, disons, en courant avril et mai, on en aura sans doute beaucoup plus à partir de juin, mais voilà, avril et mai, on n'espère pas en avoir beaucoup. Là, le mieux qu'on puisse faire, c'est quelques milliers. Donc là, il faut faire un truc sur échantillon représentatif bien choisi, on va dire. Ok, ben merci. En tout cas, c'est très intéressant de voir la séparation entre les tests qu'on utilise pour apprendre, pour du learning de l'épidémie, et ceux qu'on utilise ensuite pour du contrôle, on va dire. Ouais. Ok, pertinent. Merci beaucoup. Yvon, tu as la main? Allô? Pardon, oui, excusez-moi, j'ai perdu le fil, j'ai été déconnecté pendant un petit moment. Voilà, donc j'espère que ça s'est pas trop vu. C'était complètement indépendant de ma volonté. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Moi, j'avais une petite question au niveau du F. Donc, je ne comprends pas pourquoi il faut attendre le pic, parce que si on a 3 semaines de compréhension, si tu fites les données sur 2 et que tu vois une variation sur les 2 premières semaines et que tu regardes l'évolution sur la semaine suivante, j'imagine que le pic, oui, serait intéressant, mais tant qu'on ne l'a pas atteint, les pentes sont quand même différentes suivant le F1. Et Oui, mais ça ne te permet peut-être pas de fitter la valeur du F? pour l'instant, on est dans les premières phases. Si tu changes le F, tu peux toujours modifier un petit peu les autres paramètres et tu refites à peu près aussi bien. Enfin, c'est ce qu'on voit. D'accord. Donc, c'est seulement quand la courbe devient suffisamment compliquée, que c'est plus une bête exponentielle, que là, oui, là, il faut tous les paramètres commencent à se stabiliser. D'accord. Alors, par contre, au tout début j'ai vu une étude dans laquelle il se disait qu'en Italie, en fait, les premiers malades étaient arrivés début janvier, on ne les avait pas vus. Oui. Alors, justement, en prenant des modèles un petit peu plus fins qui sont plus adaptés au début de l'épidémie, est-ce que là, il n'y aurait pas un moyen de fitter la valeur du F? Et donc, pas prendre le modèle EDE, quoi. Oui, possible. Alors là, à ce moment-là, il faut prendre des modèles stochastiques. Là, ça devient important, en particulier sur ce virus-là où on sait qu'au début, il y a toujours des super spreaders, là, des gens qui contaminent 100 personnes d'un seul coup. Je n'ai pas regardé. Sûrement, il y a peut-être à creuser, je n'ai pas regardé. D'accord, ok. Très bien. Alors, est-ce que tu pourras nous envoyer, peut-être pas maintenant, mais quand tu as 5 minutes, des questions pour les gens qui, comme moi, et j'espère qu'il n'y en a pas trop, sont purement déterministes et n'ont jamais eu de cours de proba ni de stats, sur comment analyser comment comprendre tes images là, de sensibilité, de MC, des références de base pour comprendre ça, ça serait peut-être utile. Je le confesse, il y en a peut-être d'autres qui pourraient en attester, mais donc, pour bien comprendre quelle est l'importance de ces analyses. Il y a plein de Bayésiens à Jussieu, il y a plein de Bayésiens, ils savent ça par cœur. Là, j'étais en train de lire les conversations. Là, il y avait 2 remarques de Mathieu qui me parlent des tests de regroupés. Donc ça, alors les tests regroupés, c'est le fait de… alors c'est un truc qui existe en particulier en agriculture, c'est que si vous avez un nombre de tests limité, vous pouvez mettre au point des stratégies qui vous permettent de multiplier les prélèvements sans trop augmenter le nombre de tests. Il suffit de faire 10 prélèvements de sang, par exemple. Vous en prenez une partie des 10, vous mélangez tout, vous testez. Si c'est négatif, c'est que tout le monde est négatif.
et c'est fini. Si c'est positif, ça veut dire qu'il y en a au moins un parmi les 10 qui est positif et vous recoupez en deux, patati patata. Donc ça, c'est des trucs qu'on sait faire. Si on connaît bien, si on maîtrise bien la fiabilité du test, la sensibilité et la spécificité. Donc ça, c'était pour répondre à Mathieu. Les tests regroupés, oui, ça fait partie des stratégies, cette stratégie-là, et celle-là, on la contrôle. Mais il faut vraiment connaître la fiabilité du test. Ça, c'est un petit peu ce qui nous manque en ce moment. Et puis, quelqu'un disait, j'ai cru comprendre que l'Italie atteignait son pic. Ouais, donc ça va peut-être, effectivement, ils sont en avance, donc ça va nous aider. Et en particulier, en fait, le Ferguson, la dernière étape, le dernier point que je mettais, l'Italie joue un rôle critique chez lui. Il prend les 11 pays européens, mais c'est évidemment l'Italie qui a le poids le plus important dans l'analyse bayésienne. Donc ça, oui, on espère bien avoir, d'ici 15 jours, on devrait savoir un peu mieux où on en est. Déjà comme ça. OK. Julien, tu avais une question? Oui, juste une dernière question. À un moment, tu as dit, alors je vais te citer, mais je pense que je vais mal te citer, tu as dit c'est en 1 sur, le pic est en 1 sur F, je crois, ou quelque chose comme ça. Tu l'as expliqué, j'ai raté l'explication, ou alors c'est un raisonnement plus compliqué Non, tu prends il faut être dans le régime où, grosso modo, le S reste… voilà, la déplétion de la population saine n'a pas encore été significative. À ce moment-là, c'est ton équation différentielle, là, elle devient linéaire. Et puis tu regardes, là, pour le coup, tu sais la résoudre et tu regardes en fonction de F comment ça se comporte et tu vas voir une sorte de préfacteur en 1 sur F qui apparaît. C'est sur le système d'équation différentielle que tu le vois. Ok. Merci. OK. Pas d'autres questions? Bon, ça a l'air d'être calme. On a tout compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jocelyn, d'avoir pris le temps de nous faire cet exposé. Merci pour les remarques. Super important. Et merci aussi d'arriver non seulement à travailler sur ces modèles-là, mais à faire comprendre plus haut que c'est important et éventuellement arriver à lancer la machine des tests en France qui permettront d'avoir une meilleure connaissance de ce facteur F. Très bien, super. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, même après. Oui. J'ai noté pour la phase initiale, effectivement, il y a sûrement des trucs à faire, mais là, oui, j'y pense. Il faut faire des modèles stochastiques, ça veut dire que tu réintroduis des nouveaux paramètres. Oui. Oui, c'est pas si simple que ça. Quand j'ai vu la publication des Italiens disant qu'ils arrivaient à s'apercevoir que ça avait dû commencer tout début janvier, je me disais qu'il y avait des choses intéressantes à comprendre là-dedans. Oui, c'est possible, c'est fort possible. Et que là, le facteur F doit être pleinement visible. Ouais. Parfait. Donc, le prochain exposé, c'est demain. À demain. Bonne continuation à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.